قلت لكم من اليوم الصباح دونك السيد كريم أملال ممكن نجم نقول شعار حوارنا اليوم ينجم يكون بحر أبيض متوسط حول التبادلات وحول اليوم المناخ والثقافة ولا كوبيراسيون. هذا ممكن ليزاكس نتاع الحوار اللي باش يجمعنا الآن بضيفنا. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous en Tunisie. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté Ravi d'être là. Notre invitation ce matin. Alors, je disais peut-être si je devais donner un titre à cette interview, ça serait une interview autour de comment unir la Méditerranée aujourd'hui, autour de la coopération, autour du climat, autour de la culture. Voilà, peut-être ce sont trois axes que je choisirais pour notre interview. Alors, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors c'est quoi ce poste de délégué interministériel à la Méditerranée et ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Ravi d'être là. Et c'est simple, je m'occupe de tout ce qui concerne l'espace méditerranéen, euro-méditerranéen et de toute la coopération régionale entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, qui est un tout petit espace, 0,3% de la surface du globe, c'est vraiment pas gros la Méditerranée, et pourtant ça concentre, on le sait bien, vous le savez bien, c'est le berceau des civilisations, des religions, ça concentre une quantité d'opportunités, de civilisations, de cultures considérables, mais aussi de problèmes, je pense qu'on va en parler. Et mon job, il est très simple, c'est d'essayer de créer du lien, et donc de favoriser la coopération à un moment où on en a plus besoin que jamais, parce qu'il y a la guerre à Gaza, parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a des inégalités. Et on a deux options. Soit on se retranche, on se replie sur nous et on refuse de parler aux voisins, et voilà. Soit on essaye de s'ouvrir aux autres et de dialoguer et de créer du lien, justement. Et c'est ce qui s'appelle la coopération, et c'est mon travail. Mmh. Et justement, cette Méditerranée, vous venez de la décrire comme une région cruciale pour la coopération aujourd'hui, également pour les échanges. Alors, quels sont peut-être les grands défis auxquels fait face cet espace? Il y en a trois ou quatre. Le premier, il faut pas se voiler la face, il est politique, parce qu'on est à un moment où la Méditerranée connaît une guerre terrible, deux guerres en réalité. Il y a une guerre en Ukraine qui a des répercussions ici, en Tunisie notamment, et on l'a vu au cours des dernières années sur un certain nombre de sujets d'approvisionnement, etc., céréales. Donc la guerre en Ukraine, elle est peut-être loin vue depuis Tunis, mais en fait elle est très près parce que les conséquences sont toujours là. Et puis il y a une guerre qui est épouvantable, meurtrière, dramatique à Gaza évidemment, avec des dizaines de milliers de civils morts qu'il faut penser et non seulement penser mais surtout essayer d'agir. Exactement. C'est ce que nous faisons pas seuls, évidemment, c'est pas possible d'agir seul, mais il faut une action collective. Et puis c'est aussi d'autres crises dont il faut parler. Il y a la Libye, il y a la Syrie aussi. Il y a un certain nombre de situations dans un certain nombre de pays, y compris sur la rive nord, qui sont aujourd'hui compliquées. Et puis, je viens de France, on a connu des élections en France, il n'y a pas très longtemps, des élections législatives. On est à un moment où l'Europe connaît une augmentation, une montée en puissance du populisme, de l'extrême droite. Ça fait partie aussi des problèmes que nous avons à résoudre. Alors, ça n'a rien à voir avec le job d'un diplomate, ça n'a rien à voir avec la coopération, mais ce sont des sujets qui, aujourd'hui, concerne toute la Méditerranée, par exemple, sur une autre question qui est très importante, qui est la question des migrations. La question migratoire. Et ça va être ma question suivante. Exactement. Et puis d'autres défis qu'il ne faut pas oublier non plus, parce qu'il y a le politique, on vient d'en parler, mais enfin, il y a la question climatique. La Méditerranée, c'est la zone du monde où le réchauffement climatique est 20% plus rapide, plus sévère qu'ailleurs sur la planète. Et on en voit chaque année, chaque été en particulier, les conséquences à travers des canicules sur terre, sur mer, qui ont des conséquences sociales, économiques terribles. On est aujourd'hui dans une situation sur la rive sud de stress hydrique majeur. Donc la question de l'eau, c'est une autre question tout à fait essentielle qui concerne la coopération régionale et sur laquelle nous essayons d'agir. Notre région, en tout cas le bassin méditerranéen, parmi les régions les plus pauvres. Tout à fait. Et un chiffre qui peut illustrer ça, d'ici quelques années, 60 à 70% de la population méditerranéenne, donc de tous ceux qui
vivent sur les rivages de la Méditerranée, au nord comme au sud, seront en situation de stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès suffisamment aux ressources en eau. Et ça, en fait, c'est dire que ça concerne pas seulement la Tunisie, pas seulement la rive sud, mais tout le monde. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, des pénuries d'eau dans le sud-ouest de la France, dans la région de Barcelone, en Catalogne. C'est un problème majeur qui concerne l'ensemble des pays de la Méditerranée, la rive nord, la rive sud, la rive orientale. Et donc, tous ces sujets-là, qui sont des défis globaux, méditerranéens, le climat, l'économie, l'eau, parmi d'autres, la formation, et ben, ça requiert des outils, des espaces de coopération. C'est ce que, modestement, les diplomates essayent de faire, et c'est mon travail. Je vais revenir sur 2 ou 3 de ces questions. La question migratoire, justement, c'est un enjeu central dans cette région. Alors, comment vous envisagez, selon votre rôle, votre vision aujourd'hui, de concilier sécurité, développement économique, droits humains, bien évidemment, respect des droits humains dans cette problématique, si j'ose appeler ça une problématique, c'est peut-être même plus que ça. C'est un drame migratoire. C'est un drame. L'année dernière, 2500 personnes sont mortes en Méditerranée, ou plus exactement d'ailleurs, c'est le terme adéquat, ont disparu, sont portées disparues. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc c'est un drame qui nous concerne tous, qui concerne évidemment les pays de la rive sud, qui sont souvent des pays de transit, des pays de passage, et puis évidemment les pays de la rive nord. Et donc nous, comme l'Italie, comme l'Espagne, nous sommes concernés. C'est un problème justement et une tragédie qui concerne tous les pays riverains de la Méditerranée, dans ce tout petit espace. Et c'est un sujet dont on discute dans un certain nombre d'espaces de dialogue politique, et c'est un sujet dont il faut discuter. Mais il faut trouver les bonnes modalités de discussion. Évidemment qu'il faut essayer de lutter contre ce fléau, contre ce drame humain, mais il faut des outils pour ça, il faut des financements, c'est ce que l'Union européenne essaye de faire. Il faut que tout le monde y mette de la bonne volonté, les pays du Sud, les pays du Nord également. Et je crois que c'est tous ensemble que nous pourrons essayer de lutter contre ce problème. En tout cas, c'est une priorité aujourd'hui au sein de l'Union européenne, de la Commission européenne. C'est aussi une priorité dans les pays du Sud. Et ça fait partie des sujets, des nouveaux, c'est pas un nouveau sujet, mais des sujets dont tout le monde a envie de parler. Les pays de la rive sud et les pays de la rive nord. Et donc, pour nous, c'est important parce que ça devient un sujet de coopération, justement, et pas simplement un sujet conflictuel. Et j'ajoute un élément, c'est que bien sûr, il y a le drame migratoire, et c'est terrible, évidemment. Mais il y a aussi de la mobilité et des façons d'organiser ces mobilités. Bien sûr, vous allez peut-être me poser une question sur les visas. C'est important, ça n'a rien à voir avec ceux qui meurent en Méditerranée chaque jour, chaque mois, évidemment. Mais ça fait partie d'un sujet plus large. S'ils prennent la mer, c'est parce qu'ils n'ont pas de visa. Qu'est la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens humains, humanistes, des moyens efficaces pour organiser et gérer ces flux. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. L'Europe, la France, l'Union européenne ne peut pas le faire tout seul. Il faut de la coopération, il faut du dialogue, il faut de l'intelligence collective pour que nous puissions organiser ces flux, cette mobilité, dans un minuscule espace, encore une fois, qu'est la Méditerranée, et pour éviter ce genre de tragédie. Alors aujourd'hui, c'est des tragédies, tout à fait. Pour avancer, parce que je sais qu'on n'a pas tout notre temps. Hélas, pour cette. Ça nous ferait plaisir, surtout qu'il y a énormément de questions qu'on peut aborder avec vous. Il y a la question environnement et climat, justement. La Tunisie, elle fait. Là, je vais parler de Tunisie, enfin, mais on peut parler de tout le pourtour méditerranéen. La Tunisie, elle fait face à d'importants défis climatiques, mais ça, c'est pas que propre à la Tunisie. Donc, quelles initiatives concrètes vous envisagez, vous, dans le cadre de vos activités, à mettre en place pour renforcer la coopération à ce niveau-là, d'un point de vue environnemental? Je vais vous parler d'outils, vous allez me dire que c'est technique et que peut-être on voit pas trop à quoi ça sert concrètement, mais je vais essayer de vous expliquer. D'abord, la France va organiser avec le Kazakhstan, d'ici la fin de l'année peut-être, un grand sommet mondial sur l'eau. Parce que ce sujet-là, il concerne encore une fois tous les pays de la Méditerranée nord et sud, mais il concerne en fait la planète entière, et c'est un des effets majeurs du changement climatique et du réchauffement climatique. Donc il faut en faire un sujet majeur sur l'agenda politique
et l'agenda diplomatique. Donc nous allons organiser ce sommet pour essayer de mutualiser des solutions efficaces. Et puis à l'échelle de la Méditerranée, on va faire quelque chose de très simple, c'est organiser ce qu'on appelle un 5+5 qui réunit les 5 pays de la rive nord, 5 pays de la rive sud. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on va le faire de façon conjointe avec la Tunisie, donc un 5+5 franco-tunisien sur l'eau, justement, pour essayer de voir quels sont les problèmes, et ça on les connaît plutôt bien, et surtout quelles sont les solutions qu'on peut mutualiser. Avec des solutions, il faut le rappeler, qui viennent du nord, mais aussi qui viennent du sud, parce que le Nord n'a pas l'apanage des bonnes idées, bien au contraire. Et sur ces sujets, sur tous ces sujets de changement climatique, de stress hydrique et d'eau plus largement, en fait, beaucoup de bonnes solutions viennent justement du Sud, et la Tunisie et même les pays du Maghreb sont des champions de la réutilisation des eaux usées, par exemple, ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Et ça fait partie des solutions qu'on peut mettre sur la table pour voir comment les mutualiser. Et puis, un autre exemple, le dessalement, bien sûr. Stress hydrique, c'est la rareté en eau, des pénuries d'eau, et il y a beaucoup d'eau dans la mer. Comment est-ce qu'on fait pour transformer de l'eau de mer en eau potable? C'est l'un des grands enjeux planétaire autour de cette question d'eau. Il faut des moyens techniques, il faut de l'argent, il faut des idées, mais il faut d'abord de la volonté de coopérer. C'est ce que, justement, c'est ce à quoi les diplomates peuvent servir, mettre des gens autour de la table, même ceux qui ne sont pas d'accord, trouver des sujets consensuels et essayer d'avancer là-dessus. Et l'eau est un très bon exemple de ça. Très bien, alors... c'est très important. C'est essentiel. La Tunisie vient d'accueillir, en tout cas, voilà, il y a pas mal d'activités autour de cette question de l'eau. Il y a des questions économiques, d'ordre économique. Donc, vous, votre rôle dans ce périmètre, dans ce bassin méditerranéen, et puis à chaque fois le focus Tunisie, bien évidemment. Alors, quel est votre périmètre d'activité? Que faites-vous pour ces relations, pour cette coopération économique? Coopération régionale, toujours. Comment est-ce qu'on peut, alors je disais créer du lien tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de la valeur, créer des emplois, et faire en sorte que comme on dit en français, on a une formule assez drôle, déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou l'inverse, comme on veut. Et ça, c'est important avec les pays du Maghreb, parce qu'il ne s'agit pas de créer de la valeur et de l'emploi, précisément en ponctionnant les ressources des pays du Sud, et en particulier des pays du Maghreb et de la Tunisie, et notamment les talents, les compétences, etc. Donc notre travail, c'est d'essayer de trouver des systèmes, des solutions, des outils qui puissent être gagnant-gagnant. Je vous donne un exemple. On a développé un truc qui s'appelle le Fonds Maghreb. C'est quoi? C'est 100 millions d'euros pour des entreprises en France qui veulent investir et se développer au Maghreb. C'est exactement ça, un outil gagnant-gagnant. Ça veut dire que nous, en France, on a envie que nos entreprises, elles restent en France, elles continuent à créer de la valeur et des emplois en France. Mais on a aussi envie, et c'est l'initiative qu'a prise le président de la République, on a aussi envie d'accompagner la création de valeur et d'emplois de l'autre côté de la Méditerranée. Ce fonds, il sert à ça. Il soutient des entreprises en France pour qu'elles se développent, qu'elles investissent de l'autre côté de la Méditerranée. Le fonds est opérationnel depuis quelques mois maintenant. Et ça fait partie des outils concrets, justement. Voilà. Donc les diplomates s'occupent aussi d'économie. Et parfois, ils ont quelques idées qui peuvent contribuer, justement, à mieux répartir la richesse et à organiser cette richesse pour que tout le monde en profite. C'est ça l'objectif. Et comment vous voyez le rôle de la Tunisie, justement, puisqu'on parle d'une coopération régionale, comment vous voyez le rôle de la Tunisie? Comment vous voyez l'axe France-Tunisie, s'il y a un axe France-Tunisie, bien évidemment, dans tous ces enjeux méditerranéens? Il y a un axe France-Tunisie, puisque la Tunisie est l'un de nos partenaires majeurs en Afrique du Nord et au Maghreb. C'est un pays qui, vous le savez bien, et pour des tas de raisons, et depuis très longtemps, est cher à notre cœur. Et j'ose croire que l'inverse est vrai. J'espère ne pas me tromper. Donc, bien sûr que le partenariat franco-tunisien est essentiel et structurant, sur tous les plans, et notamment sur le plan économique. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai la conviction, mais ce n'est pas une conviction personnelle qui sort de nulle part. Je pense et je constate que la Tunisie est un hub régional, est un hub en Afrique du Nord, est un hub vers l'Afrique, vers l'Afrique du Nord orientale. Et
l'atout majeur de la Tunisie est son positionnement. Mais il y a beaucoup d'autres atouts que la Tunisie a. Une classe moyenne encore dynamique, un tissu entrepreneurial, un tissu de PME extrêmement fort et résilient, malgré les problématiques multiples, de pénurie, de stress hydrique, de tourisme, de terrorisme, il faut le rappeler encore il y a quelques années. Donc tout ça a frappé la Tunisie, a fragilisé la Tunisie, mais ce pays est résilient, et est résilient en particulier grâce à ces atouts-là, système universitaire, classe moyenne, tissu entrepreneurial de PME. Donc c'est des atouts qui sont aujourd'hui tout à fait essentiel pour un pays comme la Tunisie, et qui doit lui permettre, c'est déjà le cas, et je souhaite, et nous souhaitons que ce soit encore plus le cas à l'avenir, de jouer ce rôle de pivot régional sur le plan économique. Énormément d'entreprises, je vous donne un exemple très simple, je connais beaucoup de chefs d'entreprise tunisiens, d'hommes d'affaires qui continuent à avoir une activité économique en Libye. Dans la région de Sfax, par exemple, il y a énormément de chefs d'entreprise qui font du business avec la Libye. C'est formidable. Eh bien, malgré la situation compliquée qu'il y a en Libye, eh bien, notre idée, notre souhait, c'est que les entreprises françaises puissent bénéficier, travailler avec ces entreprises tunisiennes pour justement eh bien, développer leur rayon d'action, et pourquoi pas aller prospecter le marché libyen avec elles. C'est une extraordinaire opportunité. C'est un exemple, et j'aurais pu prendre l'Afrique subsaharienne, j'aurais pu prendre l'Algérie, pourquoi pas, ou d'autres régions du monde encore un peu plus lointaines. Les entreprises tunisiennes sont extrêmement agiles, elles sont résilientes, elles sont agiles à l'échelle régionale. Et donc ça doit être des partenaires pour nos entreprises. Et c'est moi, en ma qualité d'ambassadeur, délégué interministériel, ce que vous voulez, ma casquette, la casquette que je prends, c'est celle d'essayer de convaincre nos entreprises que la Tunisie et que les entreprises tunisiennes sont les bons partenaires pour faire du business. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les médias racontent, pardon, mais y compris chez nous, bien sûr. Voilà, c'est compliqué, nanana, etc. Les médias voient souvent ce qu'il y a de mauvais, et pas toujours, mais ça c'est universel, pas toujours ce qu'il y a de bien. Peut-être un petit peu plus de votre côté, mais... Ouais, peut-être, mais franchement, mea culpa, bien sûr. Je le reconnais volontiers, et en particulier s'agissant de l'Afrique du Nord. On voit toujours ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, etc. Bon, il faut dire qu'il y a un passé et un passif qui n'est pas formidable non plus, qui peut-être explique ça. Toujours est-il qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent, énormément d'atouts qu'il faut valoriser, et notre travail, justement, peut-être malgré les médias, c'est d'essayer de le faire auprès de nos entreprises pour les encourager à aller investir et à se développer, à profiter, j'utilise ce mot de façon noble, à profiter des atouts de la Tunisie. Pas pour piquer leurs ressources, mais pour faire avec elles, pour créer avec elles de la valeur et de l'emploi. C'est exactement le but du Fonds Maghreb dont je vous ai parlé. Alors, une dernière question politique française. Quel est le lien entre ce qui se passe en France, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début, et est-ce qu'il y a un impact sur tous ces défis, sur tous ces développements, sur ce que vous êtes en train de faire au quotidien, sur ce qui essaie d'être construit ensemble? Est-ce qu'il y a un impact à ce revirement politique récent sur tout ça? Je vais vous répondre en deux temps. Il y a un impact européen. Aux dernières élections européennes, l'extrême droite a gagné du terrain encore. Et c'est important parce que dans les institutions européennes, l'agenda politique est aussi orienté en fonction, évidemment, du résultat des élections. Donc ça veut dire que les thématiques d'extrême droite, y compris d'ailleurs sur le plan migratoire, vont encore gagner du terrain au sein des institutions européennes et au sein de l'Union européenne. Et bien sûr que ça a des conséquences sur les pays de la rive sud, comme on dit, sur les pays d'Afrique du Nord, plus largement en Méditerranée, sur plein de sujets migratoires, mais aussi à l'heure où sont discutés des partenariats importants sur le plan énergétique, etc. Donc l'agenda de l'extrême droite gagne du terrain au sein de l'Union européenne. Et puis, en second lieu, il gagne du terrain, je ne vais pas vous dire le contraire, il gagne du terrain en France, évidemment. Et là, pour le coup, on n'a qu'à se retourner un tout petit peu et voir le résultat des dernières élections législatives, qui a failli, heureusement que le Front républicain était là, et j'espère qu'il continuera à être là, mais on a failli avoir un Premier ministre d'extrême droite. Je le dis très franchement, et je me permets de sortir un petit peu de mon devoir de réserve, tout simplement parce que pour moi, c'est une chose horrible, et c'est une chose qui n'est pas souhaitable en France.
qui n'est souhaitable nulle part d'ailleurs. Donc l'extrême droite est notre ennemi commun en quelque sorte. Et si demain ou après-demain, l'extrême droite conquiert le pouvoir en France. Moi, j'avais écrit un roman il y a quelques années, s'appelait Bleu, Blanc, Noir, où je racontais ce qui se passait en France si l'extrême droite gagnait le pouvoir. Et si un président ou une présidente devenait président de la République d'extrême droite. Et ce qui se passait très concrètement en France et pas qu'en France, avec les pays étrangers, les pays d'Afrique du Nord. Bon, je crois que tout le monde a eu très peur ici et peut-être ailleurs, et chez nous aussi, quand on a eu l'impression que on pouvait avoir un Premier ministre d'extrême droite, parce que l'agenda de l'extrême droite, il est connu. Bon, c'est une politique xénophobe, c'est une politique de rejet de l'autre, c'est une politique de repli sur soi, c'est une politique de rupture, et de rupture en particulier avec des pays avec lesquels on a des relations extrêmement importantes et fortes et structurantes, c'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord. Donc tout ça, je pense que c'est ce qu'il y a de pire qui pourrait nous arriver. C'est pour ça qu'il faut refuser ce qui apparaît pour certains de plus en plus malheureusement comme une évidence. Et on a réussi cette fois, j'espère qu'on réussira la prochaine fois. Ce que vous voyez à l'époque déjà, c'est que tout ça est lié à des jeux de pouvoir. D'ailleurs, vous l'évoquez dans votre livre, la question raciale n'est pas seulement une question d'altérité, c'est aussi une question de pouvoir. Et cette citation, elle résume très bien le thème central, les thèmes centraux de votre ouvrage, c'est-à-dire les débats autour d'identité nationale, de la couleur de peau, aujourd'hui, qui sont intimement liés à des dynamiques de pouvoir et des dynamiques de pouvoir, on va dire, ouais, ça bien comme sûr, ça pour bien sûr, être prudent. Merci à vous. Merci pour votre franchise. Sur cette je vous en prie, vous ne m'avez pas interrogé sur les visas. Sur les visas, mais vous l'avez évoqué tout seul tout à l'heure. C'est dommage. Je vous aurais rappelé... si je vous ai dit que si les gens avaient des visas, je pense qu'on ne peut pas résumer mieux que ça. S'ils avaient des visas, ils ne prendraient pas la mer pour arriver chez vous. Bien sûr, mais et sans doute, vous avez raison. Mais si vous me posez pas la question, c'est que en fait, il n'y a pas lieu de poser la question. On a Dominique, on a Monsieur le Consul. Mais par contre, je serais curieux d'avoir votre avis sur tous ces. Mon avis, c'est pas que sur la Tunisie d'ailleurs. Hein, mon avis, c'est que et je vous le donne parce que au Maroc, enfin, et je suis aussi un peu là pour ça. C'est contrer un certain nombre d'idées reçues et d'idées fausses. Il y en a beaucoup par rapport à ce qu'on fait à Gaza. On aurait pu en parler, on n'en parle pas et voilà. Si c'est pour me dire ça, je préfère ne pas la poser. C'est pas des idées fausses, hein, c'est des gens qui vivent ces refus au quotidien. Non, parce que on a souvent l'impression que, et peut-être je comprends d'où ça vient, mais que la France est passive, que la France ne fait rien et que la France même se complaît dans ce qu'il se passe, ce qui est absolument et totalement faux. Mais c'est un autre sujet, on pourra en parler. Mais et sur les visas, c'est pareil. Mais attention, hein, je vous dis pas que c'est formidable et que la situation est rose, etc. Je vous dis simplement qu'on a très souvent face à nous des gens qui nous disent ah oui, délivrez pas de visa, vous en délivrez moins que l'année précédente, etc., etc. On a délivré en Tunisie l'année dernière 95 000 visas et avec un taux, et je le rappelle ici parce que c'est important et ça contre une idée fausse, avec 80% de taux d'acceptation. Donc, bien sûr, on peut parler des migrations et du drame de la Méditerranée. C'est très important d'en parler et il ne faut pas jeter un voile pudique là-dessus. Mais il faut aussi parler de ce qui va bien dans le partenariat franco-tunisien. Et ce sujet de la mobilité, eh bien, ça fait partie plutôt des choses qui ne vont pas si mal aujourd'hui. Et il y a tout lieu de s'en réjouir. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, Karima Mellal. Je rappelle la question par contre que j'ai posée très brièvement au début, mais on va prendre juste 5 secondes pour ça. Quel bon vent vous amène en Tunisie? C'est l'eau. L'eau. On va parler non, mais ça fait partie justement des sujets qui aujourd'hui doivent nourrir le partenariat entre la France et la Tunisie, et ça fait partie des sujets de coopération majeurs. Et on peut parler de climat ou plein de choses, mais l'eau, c'est vraiment le sujet sur lequel aujourd'hui il faut qu'on coopère davantage. Merci à vous et c'était bien aussi d'aborder la question de comment la France aujourd'hui elle concilie des priorités politiques internes avec les questions de gestion de l'immigration et puis comment ces questions s'invitent dans le débat en France et comment vous les avez commentées il y a quelques instants. Voilà, nos auditeurs, merci beaucoup. Merci à vous.